Ça marche. Du coup, c'est bon. C'est bon. Je te laisse la parole. Ça marche. Ben, bonjour à tous. Donc, pour ceux que je n'ai pas encore eu le plaisir de rencontrer, je m'appelle Clotilde, je suis vétérinaire technique pour DECRA. Avant ça, j'ai travaillé en pratique exclusivement canine et féline, majoritairement en Angleterre. Donc, j'ai fait un internat en Angleterre et en Rambla, en région parisienne. Ça fait maintenant 2 ans que je travaille pour DECRA et je suis responsable en gros de toute la région nord et est. Je fais de la partie médicaments principalement et un peu de nutrition. Et donc, c'est moi qui anime tout ce qui est formation autour des pathologies, et notamment on pose pas mal de formations sur les pathologies endocriniennes. Et donc, on va parler aujourd'hui de la maladie d'Addison. Donc, avant qu'on commence, petite question, quelles sont vos attentes par rapport à cette formation? Est-ce que vous avez tous dû traiter des crises addisoniennes? Alors, j'imagine que c'est plus sous forme de crise que l'approche chronique, mais est-ce que vous voyez un peu des deux? Est-ce que c'est quelque chose de fréquent dans votre pratique? Non, c'est pas fréquent. Et puis, ça a coupé. Ouais, ok. Moi, je l'ai ouvert. Ouais, ok, d'accord. Ça marche? Un diagnostic différentiel. Et ça rentre parfois dans vos diagnostics. Parfois, vous y pensez, mais en fait, vous l'éliminez ou c'est juste que parfois, vous n'avez pas ce réflexe d'y penser? Si tu as du beau poil, non. Du beau poil, ok. Ok. Ça marche. Ok. Est-ce que il y en a quand même qui ont dû faire des crises additionnelles? Est-ce qu'il y en a qui ont quand même diagnostiqué ça ou pas du tout? Ok, bah, c'est nickel, on va voir ça ensemble. Oui, apparemment. Ah, bah, très bien, on va voir ça ensemble. Donc, on va parler des deux approches. On va parler de la forme un peu chronique, on va parler de la forme aiguë avec la crise additionienne. Et comme ça, le but, c'est de déclencher, en tout cas, de vous faire voir plus facilement les signaux d'appel. Alors, il n'y a pas énormément de choses interactives, mais il y aura des moments, si vous voulez, il y a des petites questions où on peut utiliser Slido. Donc, si vous avez votre téléphone à portée de main, si vous voulez participer, ce sera le plus simple. Idem pour les gens en visio. Si vous voulez participer, vous pourrez utiliser votre téléphone. Bon, alors, tout d'abord, la maladie d'Addison, la définition de la maladie d'Addison, c'est une insuffisance des surrénales périphériques à la base. Okay, donc, quand vous savez qu'on va revoir ensemble un petit peu comment ça fonctionne, l'axe de production des glucocorticoïdes et des minéralocorticoïdes, mais vous savez qu'il y a un impact de l'hypophyse. Donc, on peut avoir parfois un dysfonctionnement au niveau cérébral qui va entraîner une insuffisance des surrénales. Mais en théorie, quand on dit maladie d'Addison, c'est vraiment quand la pathologie touche les surrénales. Ça, c'est plus des questions de vocabulaire. Donc, ça va entraîner quoi? Une insuffisance en minéralocorticoïdes et en glucocorticoïdes. Les causes, elles peuvent être primaires, c'est vraiment le plus fréquent. La plupart du temps, c'est une destruction auto-immune du cortex surrénalien. Mais ça peut être dû, par exemple, à une surrénalectomie. Ça peut être dû post-traitement. On avait notamment ça quand on avait des animaux qui étaient sous mitotal, qui était le traitement du Cushing avant. Ça entraînait une nécrose des surrénales et donc on pouvait avoir un hypocorticisme iatrogène. Et puis, vous avez les secondaires, notamment quand vous faites une privation brutale des corticos. C'est pour ça qu'on recommande toujours, quand on a des animaux qui ont été sous glucocorticoïdes pendant longtemps, de faire une diminution progressive. C'est justement pour éviter ce syndrome de sevrage. Et puis, quand il y a l'atteinte centrale, donc l'atteinte hypophysale. La prévalence, elle est relativement rare. On considère entre 0,1 et 0,5% des chiens. Par contre, il y a quand même un consensus général qui dit que c'est sous-diagnostiqué. C'est une maladie qui peut se présenter sous pas mal de formes, avec pas mal de signes différents, et elle peut mimer pas mal de pathologies. C'est pour ça qu'on a tendance un petit peu à passer à côté. Donc, a priori, la prévalence serait plus élevée que ça. Et chez le chat, elle est vraiment encore plus rare. On considère aujourd'hui que 4% des chiens qui présentent des troubles digestifs chroniques, et les troubles digestifs chroniques, pour le coup, ça c'est quelque chose qu'on peut voir quand même assez fréquemment, 4% en fait auraient Addison. Donc c'est quelque chose qui probablement est sous-diagnostiqué. Bon, rappel très rapide sur les surrénales. Vous savez que les surrénales, ce sont 2 glandes qui sont crânio-médiales par rapport aux reins. Maintenant, si vous faites des échographies, on ne se sert pas trop des reins pour aller trouver les surrénales parce qu'il y a trop de variations entre les individus. On va plutôt aller s'aider de nos vaisseaux sanguins. La taille, elle est variable. Ça dépend un peu des espèces. Ça dépend. Donc, pour aller regarder s'il y a une hypertrophie ou une atrophie, on va plutôt s'occuper de l'épaisseur.
Donc, une épaisseur normale de surrénal, ça devrait être 0,5 cm. On considère que dès que vous passez à 0,7.4, vous êtes en hypertrophie. Et en dessous de 3,4, vous êtes en atrophie des surrénales. Alors, autant pour le Cushing, on va pas mal céder de ce 7,4. Autant le 3,4 sur les Addison, c'est pas quelque chose qu'on va aller regarder automatiquement. Déjà parce que c'est tellement petit, du coup, à trouver, ça va être vraiment le challenge. Et puis, en plus de ça, on considère que c'est pas toujours bien corrélé avec la pathologie. Vous n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des questions. Alors, si on fait une coupe transversale, vous voyez qu'il y a, donc, ce qui va nous intéresser, c'est le cortex. La médula, ça va être plus sur tout ce qui va être catécholamine, donc tout ce qui va être adrénaline, etc. Ça, c'est pas ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Mais le cortex, il y a 3 zones qui vont être particulièrement intéressantes. La zone glomérulée, fasciculée et réticulée. Les zones glomérulées, c'est celle qui va être responsable de la production de minéralocorticoïdes, donc l'aldostérone. Et la zone fasciculée et réticulée, c'est principalement elle qui va être responsable de la production de glucocorticoïdes, donc le cortisol. Et la zone réticulée, elle fait un peu les stéroïdes sexuels. Et la zone glomérulée, la zone fasciculée et la zone réticulée, elles se sont au contrôle de l'ACTH. On va voir ça ensemble. Alors, on va parler du système rénine-angiotensin-aldostérone. On ne va pas s'attarder dessus, c'est juste pour que vous compreniez un peu la pathophysio. Donc, vous avez votre rein sur un animal sain. Quand il y a une diminution du débit de filtration glomérulaire ou quand vous avez une diminution de la concentration en sodium, il y a une activation au niveau des reins qui va entraîner la production de rénine. Cette rénine, elle va faire que vous avez une transformation de l'angiotensinogène en angiotensine 2. L'angiotensine 2, elle va aller stimuler vos surrénales. Les surrénales vont aller produire de l'aldostérone. L'aldostérone, elle va aller exercer son contrôle sur les reins et remonter la réabsorption sodique. Vous savez que l'eau suit le sel, donc vous augmentez la quantité de sel, l'eau suit, vous augmentez votre volémie et du coup, vous compensez la diminution du débit de filtration glomérulaire. Donc, impact de l'aldostérone sur la volémie, sur le débit de filtration glomérulaire, mais également sur la kaliémie. Normalement, en théorie, quand vous avez une augmentation de la kaliémie, il y a une stimulation de l'aldostérone qui va entraîner une augmentation de la kaliurèse. Et donc, normalement, ça va éliminer votre potassium qui est en surplus. On imagine bien que si on a un problème de production d'aldostérone, les 2 conséquences de ça, c'est que votre volume, elle va chuter et que votre kaliémie, elle va augmenter. Okay, donc ça, c'est dû à votre système rénine-angiotensine. Il y a d'autres actions de l'aldostérone, notamment sur la sensibilité à tout ce qui va être adrénaline, notamment au niveau réponse de tout ce qui va être rythme cardiaque et vasoconstriction, mais ça, c'est de l'ordre de l'anecdote, je vous le passe pour aujourd'hui. Retenez donc plutôt volémie et régulation de l'académie. Hop. Donc, le problème, c'est que si on n'a pas d'aldostérone, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une insuffisance rénale, un pré-rénal. Il y a une autre chose aussi, c'est que comme vous n'avez plus votre rétention sodée, vous savez que par conséquent, ça risque d'impacter sur votre gradient corticomédulaire au sein du rein. Donc, vous allez avoir un phénomène d'insuffisance rénale pré-rénale, en théorie, mais votre rein ne va plus être capable de concentrer les urines en réponse à cette perte, si vous voulez, de volémie. Donc, c'est typiquement le genre de cas où on va avoir une azothémie avec une densité urinaire basse. Okay, ça, c'est un signal d'alerte pour un Addison, mais on reviendra. L'autre chose aussi, c'est que votre kaliémie, quand vous avez un taux de potassium augmenté, ça crée de l'anorexie et des vomissements. Et du coup, évidemment, vous allez encore plus. Ça, c'est ce que je vous ai dit avec le gradient corticomédulaire. Cortisol. Le cortisol, il est donc produit, on a dit, sous contrôle de l'ACTH. Il y a plein de fonctions au cortisol. C'est vraiment une hormone qui est polysystémique. Globalement, on retient qu'elle va être déclenchée en réponse au stress et notamment sur des changements cardiovasculaires. Elle va impacter tout ce qui va être néoglucogénèse et régulation du glucose. Elle va avoir un impact sur votre tube digestif, sur la calciurèse et sur l'érythropoïèse. Elle a évidemment d'autres actions, mais je vous mets les plus importantes. Quand vous avez une insuffisance surrénale, donc pas de production de cortisol, ce qui se passe, c'est que votre réponse au stress, elle est affectée. Vous avez une hypoglycémie. Vous avez des troubles digestifs qui peuvent apparaître, gastrite, diarrhée, parfois avec du méléna, parfois de l'hématochésie.
Gardez juste en tête, il y a une étude qui est sortie, mais c'est de l'ordre de l'anecdote, je vous le dis comme ça. A priori, la présence de sang dans la diarrhée ou dans les vomissements est plus rare quand il y a un Addison que pour d'autres types de pathologies. Donc, ce n'est pas quelque chose d'hyper fréquent en cas d'Addison. Le fait qu'on n'ait plus de calciurèse, eh ben, on va avoir une hypercalcémie. Pareil, à titre info pour votre culture, mais le cortisol, ça entraîne une résistance à la vitamine D. Et donc, quand vous avez plus de cortisol, il y a moins d'inhibition de la vitamine D. Donc, ça participe aussi à l'augmentation de votre calcémie. Et puis, le fait que l'érythropoïèse soit diminuée, ça peut entraîner votre anémie, on va le revoir après, mais l'anémie, elle est normocitaire, elle est non régénérative et normale. Alors, épidémiologie, pour vous, ça touche quel type de chien la pathologie d'Addison? L'hypocorticisme. Âgé, est-ce que certaines races sont prédisposées? Est-ce qu'il y a une prédisposition? Plutôt jeune, ouais. Est-ce qu'il y a une prédisposition de genre? Tous les mâles. C'est les femelles. Certaines races. Ouais, il y a certaines races, mais il y a certaines races. Ouais, après, il y a une liste qui est longue. Il y a certaines races, je vais vous donner une liste, mais il y en a tellement qu'en fait. Mais oui, il y a certaines races qui sont prédisposées. Pendant longtemps, on a dit plutôt des chiens un peu plus grands. Autant à l'inverse, on avait tendance à dire que les Cochin, c'est plutôt sur les petits chiens. Bah, la Lissonne, ce serait plutôt sur des un peu plus grandes races. Mais enfin, cela dit. Non, ici, sont dedans. Vous pouvez avoir plein de races qui sont touchées. Mais effectivement, c'est des animaux qui sont plutôt jeunes. Alors, il y a des cas qui ont été décrits sur des chiots, hein, donc c'est une possibilité, mais globalement, retenez 3, 4, 5 ans, c'est quand même l'âge médian. Plutôt des jeunes adultes. Alors, facteur de risque, ça c'est pour toutes les maladies endocriniennes. On a tendance à dire qu'il y a une composante souvent auto-immune qui est commune à toutes ces pathologies, que dès qu'il y en a une, il y a plus de risque d'en avoir une seconde. Et les races prédisposées, bon voilà, il y a une certaine liste. Vous la retenez ou pas. Mais globalement, sachant qu'on ne les voit pas souvent. Voilà. Alors, les signes cliniques. Pour vous, c'est quoi les signes cliniques? Amaigrissement, ok, ouais. 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 Faiblesse musculaire. Ouais. Malaise, quoi. Collapse, ouais. Ouais. Bon, il y en a. Bradycardia. Ouais, la bradycardie, elle est due à quoi, la bradycardie? Ouais. Alors, les très fréquents, quand je dis très fréquents, c'est entre 85 et 95%, voire dans certaines études 97, abattement, dysorexie, anorexie. Ça, c'est vraiment très fréquent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir ce cas rare où il n'y a pas, mais si ce n'est pas présent, déjà, ça baisse votre suspicion. Cela dit, le problème, notamment sur les formes chroniques, c'est que vous pouvez avoir des clients qui vont venir vous voir en vous disant qu'il n'a jamais été, enfin, ça a toujours été un chien calme, un peu comme pour les shunts que vous pouvez avoir. Il a toujours été un peu calme, enfin, il est plutôt facile, ou alors il est difficile avec sa nourriture, mais depuis qu'il est petit. Et ce genre de signaux doivent quand même vous dire, est-ce qu'il n'y a pas une petite hyporexie, en fait, mais qu'il n'y a pas, comme c'est des animaux jeunes, qui a été mis sur le compte du caractère du chien. Donc, voilà, mais vous devez, en théorie, avoir ce signe clinique. Fréquent, vomissement, faiblesse. Donc là, on est sur du l'ordre de 70 à 85% des chiens vont avoir ces signes cliniques-là. Et puis moins fréquent, donc là, on passe sous la barre des 50%. Amaigrissement, déshydratation, hypovolémie, bradycardie, diarrhée, tremblement, PUPD, hypothermie, douleur abdominale. Je ne vous ai pas mis, il y a aussi les méga-œsophèles, on va en parler un petit peu, mais c'est plutôt rare. Collapse, choc. Voilà. Je vous ai mis en rouge ceux qui vont être particulièrement des signaux d'appel en cas de crise addisonienne. Donc, en cas de crise, souvent, vous avez une faiblesse qui est vraiment marquée, voire un collapse, voire un choc hypovolémique, souvent associé avec une bradycardie. Donc, ça peut être vraiment un signe d'appel. Alors, en hématologie, quelque chose qui doit vous faire un warning, c'est l'absence de leucogramme de stress.
sur un animal qui vous arrive, qui est vraiment pas bien, vous devriez avoir un leucogramme de stress. Donc, pour rappel, le leucogramme de stress, vous avez une neutrophilie, vous avez une monocytose, vous avez une lymphopénie ou vous avez une éosinopénie. Alors, on voit que la neutrophilie, elle peut quand même être présente. Donc, ce qui va vraiment être indicateur, c'est l'éosinophilie et la lymphocytose. Notamment la lymphocytose. Il y a certains pays qui utilisent ça comme un critère de présélection pour entraîner un test ACTH. Donc, plus la lymphocytose est marquée, plus ça doit faire éventuellement penser à un ADIS. Mais le fait qu'il n'y ait pas d'absence, enfin qu'il y ait une absence de leucogramme de stress, ça c'est vraiment un signal d'alerte. Et l'anémie, bon, 20% des cas, c'est pas non plus hyper fréquent. Ensuite, le fameux ionogramme. J'imagine que ça, c'est disponible pour vous quand vous faites des visites. Non, Pas à domicile. pas à domicile. OK. Ben ça va être vraiment ce qui va nous, entre guillemets, nous alerter. Hein. Une hypercalémie et une hyponatrémie. Ça, c'est vraiment les deux choses les plus fréquentes. L'hypochlorémie, oui, surtout dans les cas atypiques. Il y a des études qui ont montré qu'il y avait plus de chances d'avoir de l'hypochlorémie sur les cas atypiques. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller calculer notre rapport sodium-potassium et on va aller regarder le résultat. Et si votre résultat il est inférieur à 27, vous avez un signal d'alerte pour lancer un test ACTH. Plus votre ratio il est bas, plus c'est un signal d'alerte fort. Parce que vous pouvez avoir un ratio qui est inférieur à 27 pour d'autres raisons. Mais par contre, plus il est bas, plus vous devez vous mettre votre addison haut dans votre diagnostic différentiel. Azotémie prérénale, donc ça on a dit. Souvent, donc urée créate, hein, vous savez, on utilise pas mal ça. Quand c'est souvent des prérénales, l'urée a tendance à être particulièrement augmentée et la créate a un peu augmenté, mais souvent vous avez un peu ce rapport qui est, enfin, l'urée est souvent plus augmentée que la créate. Hypoalbuminémie, alors vous voyez, l'intervalle il est grand, entre 6 et 39%, donc c'est assez large. Ça, c'est parce qu'il y a des études qui montreraient que pareil, l'hypoalbuminémie serait plus fréquente dans les atypiques que dans les typiques. Hypercalcémie. Élévation des enzymes hépatiques, ça c'est dû à l'hypoperfusion, hypoglycémie et hypocholestérolémie. À titre informatif, il peut y avoir des augmentations de la TSH sans modification de la T4. Voilà, c'est juste pour votre info personnelle. Densité urinaire inférieure à 1,030. Elle peut être isosténurique ou hyposténurique. Donc, hyposténurique, typiquement, là, ça veut dire qu'on a perdu notre gradient. Hein, ça veut dire que l'orange ne fait plus son travail. Et donc, vous pouvez avoir cette présentation avec une azotémie et une densité urinaire qui est iso, par exemple, et vous allez vous dire, est-ce que j'ai pas une insuffisance rénale aiguë? Vous allez dire, est-ce qu'en fait, j'ai pas une insuffisance rénale aiguë, par exemple, une insuffisance rénale chronique? Sauf que insuffisance rénale aiguë, en théorie, vous avez une diminution aussi de la production urinaire, par exemple. Maladie rénale chronique, vous avez des chiens qui sont quand même jeunes, donc c'est pas fréquent quand même d'avoir une destruction complètement de votre cortex surrénalien à 3-4 ans. Donc, ça, c'est un signal d'alerte aussi. L'azotémie avec une densité urinaire qui est basse. Si vous faites une radio, vous pouvez regarder l'écho, hein, vous verrez probablement un foie qui est un peu plus petit. Vous pouvez avoir également un cœur qui est un peu plus petit. Donc, ça, c'est les signes d'hypovolémie et le méga-œsophage possible. Les épaisseurs des surrénales, on dit c'est un cutup de 3,2. Mais c'est peu sensible, on s'en sert pas trop. Vous savez aussi que s'il y a une hypercalémie, donc ça peut entraîner une bradycardie et ça peut aussi entraîner des arythmies. Donc là, vous avez les QSR qui sont élargis, vous avez des ondes qui sont petites, vous avez des ondes T qui sont géantes. Donc souvent, c'est un pattern qui est un peu frais, enfin, qu'on a l'habitude de voir. C'est assez rare, il faut que votre hypercalémie elle soit quand même assez forte pour avoir ce genre d'arythmie. Donc, démarche diagnostique, comme dans pas mal de pathologies, hein, notamment sur les pathologies endocriniennes, notre question c'est est-ce que ma suspicion elle est forte ou est-ce qu'elle est faible? Et ça va définir le test que je vais faire. Donc, vous avez fait vous avez votre animal qui vous est présenté avec les signes cliniques, par exemple, puis vous avez fait un iono. On va aller vous dire, ok, je vais quand même aller regarder ce que ça fait au niveau minéralocorticoïde. Si votre sodium et votre potassium, ils sont dans les normes, ça veut dire qu'il y a moins de chances que vous ayez un addison. Vous ne pouvez pas l'exclure, puisqu'il y a les addisons atypiques où vous avez une déficience en glucocorticoïdes sans déficit en minéralocorticoïdes, mais ça reste très rare.
Donc, globalement, si on a une réaction qui est normale, on va avoir tendance à plutôt vouloir exclure l'addison. Donc là, on va souvent aller soit faire un cortisol basal, soit un RCCU. Donc, cortisol basal, s'il est supérieur à 55, vous savez que c'est à peu près bon. S'il est supérieur à 28, déjà, vous avez quand même une bonne indication. C'est moins sensible, entre guillemets, que c'est supérieur à 55, mais c'est quand même déjà ça. Et le RCCU, sensibilité quasi de 100%. Donc, quand vous avez exclu avec un cortisol basal ou un RCCU, vous pouvez être quasiment sûr que vous avez pas un addison. Par contre, dès que j'ai un changement sodium ou potassium, donc que mon ratio il est inférieur à 27, à ce moment-là, il faut absolument que je fasse un test ACTH. Test ACTH, est-ce que vous en faites un peu? Pas trop. Okay. Donc pour ça, on va utiliser tétracosactide, donc c'est le Cosacten chez Decra. Donc vous faites une prise de sang à T0, vous injectez le Cosacten en intraveineux. Sur l'AMM, c'est intraveineux ou intramusculaire, mais les résultats sont plus fiables en intraveineux, surtout si vous avez un chien en hypovolémie. Donc on injecte, la dose c'est 5 microgrammes par kilo. Et puis vous faites une prise de sang 1 heure ou 1 heure et demie après et vous regardez l'évolution. Donc le Cosacten, maintenant, il est vraiment commercialisé. Ouais. C'est plus du tout le. Comment c'est Le Synactel. Ouais, c'est plus. Ouais, c'est ça. C'est vraiment dispo facile. Ouais, il est dispo. Ouais. Bah, sauf si j'ai pas envie de dire qu'il n'y aura jamais de stock, mais normalement, on les labos. T'as dit quoi? C'est dispo, on s'en fout. Mais il y a eu un moment, il y a eu des grosses ruptures de Cosacten et du coup, on était repassé sur du Synactel. Mais normalement, c'est bon. Et donc, vous imaginez bien que si vous survenez avec produit de cortisol, bah, en fait, ce que vous allez avoir comme résultat, c'est quelque chose de très plat, en fait. Hein. Vous allez essayer de stimuler votre production de cortisol en injectant de la CTH. La CTH, c'est l'hormone qui est censée stimuler vos surrénales. Et là, comme vos surrénales ne fonctionnent pas, bah, ça ne marche pas. Donc, vous avez quelque chose de plat. Il y a d'autres tests qui sont discutés, utilisés par les spécialistes, notamment pour tous ceux qui sont les cas un peu plus atypiques, les d'origine centrale, par exemple. Donc, vous avez le rapport cortisol-ACTH endogène, le test de stimulation à l'aldostéronémie, le rapport aldostérone, activité de la rénine, tout ça. En pratique générale, on n'utilise pas comme ça. Vous avez un arbre décisionnel qui vous permet un peu qui vous récapitule un petit peu les signes cliniques et les résultats que vous devriez avoir. Et éventuellement les maladies qui vont rentrer dans votre diagnostic différentiel, mais ça va vraiment dépendre de votre présentation. On a tendance Pour ceux qui sont en visio, si vous voulez, on peut envoyer aussi les documents sous format numérique. Donc, vous n'hésitez pas à nous demander. Merci. Donc, pour revenir pour les signes cliniques et diagnostics différentiels, le problème qu'on a, c'est que en Angleterre, on appelle la maladie d'Addison le Great Pretender ou le Great Mimicker. Et en gros, ça va très, très vite mimiquer d'autres pathologies que vous allez pouvoir voir. Donc, souvent, votre diagnostic différentiel, il dépend vraiment. Il y a plein de signes cliniques qui sont possibles. Donc voilà, nous, on avait un spécialiste qui nous avait dit qu'il avait même diagnostiqué un Addison sur un chien qui était présenté juste avec des boiteries. Il n'a jamais su expliquer pourquoi. En tout cas, c'est très résolu avec ses traitements, notamment minéralocorticoïdes. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui est en gros pathologie chronique, fluctuante. Le chien, ça répond à des traitements symptomatiques, mais ça revient. C'est quelque chose où vous sentez quelque chose sous-jacent, on n'arrive pas à mettre le doigt dessus, pensez à faire un test ACTH. Ça peut valoir le coup. Parfois, il peut vraiment niquer plein de trucs. Typiquement, on va prendre l'exemple de Dolly. Donc, c'est une chienne stérilisée croisée Yorkshire, elle a 4 ans. Depuis 1 an, elle a été plusieurs fois vue par le vétérinaire pour des épisodes où elle vomissait
un peu, mais c'était pas non plus la grosse crise. Elle avait des épisodes où elle était pas trop bien. Depuis 6 mois, il rapporte quand même qu'elle boit un peu plus et qu'elle urine un peu plus. Elle mange probablement un petit peu moins. Bon, c'est un Yorkie, mais elle tremble. Bon, ils ont tendance à trembler assez rapidement, mais voilà. Et depuis 3 mois, elle a un peu perdu du poids. Rien de dramatique, mais bon, la tendance n'est pas hyper bonne. Examen clinique, pas grand-chose. Les muqueuses sont un peu sèches, mais c'est à peu près tout ce que vous avez. Vous faites la numération formule, il n'y a absolument rien. Et la biochimie, vous avez les résultats. Je vous ai mis ce qui est un peu intéressant. Urée 1,24, créatine 22, bon, calcémie un peu augmentée quand même à 124, glycémie 0,7. Bon, les pales, les alates, potassium, ammonium, tout va bien. Quels sont selon vous les signes d'un hypocortisme? Ah oui, et la densité, c'est 1,010. Et si vous faites une pression artérielle, elle est un peu hypotensive. Alors, vous pouvez flasher le QR code si vous voulez répondre. Ils ont aussi la question. C'est une question. Vous avez le QR code toujours en haut à gauche pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le flasher encore. Mais vous me dites si vous avez besoin que je revienne sur la slide si c'est trop petit. Et c'est une question ouverte. Donc, il faut juste taper ce que vous pensez. C'est mon téléphone. Yeah, c'est possible. Si j'ai bien suivi, je suis censée connaître déjà la réponse. Une densité basse, une urée créate élevée, déshydratation, hypercalcémie, vomissement chronique. ChatGPT. Perte de poids, hypoxie, densité urinaire basse, ouais, évaluée. Alors, on avait une quasi-hypoglycémie plutôt qu'une hyperglycémie. Hypovolémie, ouais, vomissement chronique, aspect vieux chien. On n'avait pas dit qu'elle ressemblait à un vieux chien. Bon, mais- Une brebis. Une brebis. Un C'est chien beau qui comme ressemble à une mouton. brebis, Ouais, ouais. c'est ça. Ça fait partie des hypothèses. Le téléphone, il se corrige tout seul. J'avais une hypercalcémie. J'ai l'impression qu'il n'y a plus personne qui écrit, donc je vais passer aux réponses. L'absence de leucogramme de stress. N'oubliez pas, ça fait un de vos signaux d'alerte. Ah oui, d'accord. En général, du coup, je pensais sur ce qu'on avait eu comme élément. Oui, mais du coup, c'est ça. Mais si je vous dis du coup numération formule KRS, ça veut dire que Il devrait y avoir un truc. Il devrait y avoir un truc. En fait, là, c'est l'absence de quelque chose qui est un signal d'alerte. Mais du coup, effectivement, ça. Un chien qui va bien devrait avoir un leucogramme de stress. Ouais. Effectivement, urécréate, azothémie prérénale, a priori, calcémie augmentée, tout à fait, la densité urinaire qui est basse. Donc là, on a vraiment ce combo avec une azothémie prérénale, mais une densité urinaire qui colle pas. Hein. Elle devrait être plus élevée. Vous devez être en hypersténurie. Hein. Vous devriez concentrer vos urines. Et là, ça ne le fait pas. Donc, soit il y a un problème au niveau du rein, soit il y a quelque chose d'autre qui va expliquer ça. Et là, en l'occurrence, voilà. Et l'hypotension, ça peut être aussi un signal. Donc, vous faites un iono, votre potassium il est haut et votre sodium il est un petit peu bas. Donc, vous décidez de faire un test ACTH et vous êtes sur des valeurs qui sont vraiment basales. Donc, du coup, vous avez votre diagnostic.
Donc là, Dolly, elle avait effectivement un hypoadrénocorticisme sous une forme plus chronique, plus on va dire, difficile à diagnostiquer. Et un autre signal d'alerte qu'on n'a pas mis, mais c'est aussi le fait qu'elle a une clinique qui sont fluctuants et un peu vagues, un peu frustres, comme ça. Donc, les options thérapeutiques, c'est uniquement médicamenteux. Il n'y a pas d'option chirurgicale pour la pathologie addisonienne. Et la prise en charge, en tout cas au début, elle va différer selon la présentation de votre animal. Est-ce que c'est plutôt une présentation chronique ou est-ce que c'est plutôt une présentation? Alors, première étape, on pose un cathéter sur la crise addisonienne. Donc là, on se positionne sur ce que vous allez probablement voir en termes d'urgence, on va dire. On pose un cathéter et on prend une prise de sang. Dans votre prise de sang, vous allez vouloir faire hémato, pioche, iono et garder un cortisol T0 parce que vous allez probablement faire un test ACTH. Vous mettez en place une perfusion massive de chlorure de sodium à 0,9%. Pourquoi ça plutôt que du ringer lactate? Parce que votre concentration de sodium elle est un peu plus élevée. Ça va être un peu plus intéressant. Et il y a moins de potassium aussi que dans le ringer lactate. Alors, des bolus, là, il y a deux, ça dépend un peu des spécialistes. Il y a des bouquins que vous allez prendre en référence. Soit vous partez direct sur du 80 millilitres kilo pendant 1 heure. Voilà. Soit vous faites des bolus de 20 à 30 millilitres par kilo sur 15 à 30 minutes, puis vous réévaluez votre animal et vous répétez s'il y a besoin. L'avantage des bolus, c'est que vous avez un meilleur contrôle. L'avantage de la perf, c'est que vous lancez votre perf et vous regardez. Mais il ne faut pas faire une hypervolémie non plus, mais voilà. Le Dan Rosenberg, par exemple, il fait du 80 millilitres pendant 1 heure. Il faut monitorer la fréquence cardiaque, le TRC, la pression artérielle, l'état de conscience. Évidemment, il faudra s'assurer que votre animal urine, et souvent en 1 heure, c'est pas là. Vous allez le voir. À 1 heure, vous allez lancer. Alors, vous pouvez aussi, si votre suspicion est forte, directement faire le test ACTH. Donc, une fois que vous avez injecté que vous avez fait votre prise de sang, que vous avez lancé votre perte, vous injectez l'ACTH, donc avec le protocole qu'on a dit, 5 microgrammes par kilo. Et puis, 1 heure plus tard, vous prenez votre T1 pour avoir le résultat de votre test ACTH. Ça, vous avez diagnostiqué ça rapidement. Et ajustement du débit de perfusion après votre bolus, en fonction des besoins de l'animal. Donc ça, c'est pour toute cette partie-là. Là. Ça, c'est la partie minéralocorticoïde qu'on est en train de gérer. Une fois qu'on a notre résultat d'ACTH et qu'on sait que c'est un Addison, on va aller injecter notre dexaméthasone qui va aller... méthasone, pas méthadone. Qui va aller, évidemment, combler le déficit en glucocorticoïdes. Là, vous commencez avec un 0,2 mg kilo en intraveineux. Puis, le temps que l'animal, vous puissiez passer sur du Péros, si par exemple il ne mange pas ou s'il n'est pas très bien, vous restez sur une injectable à 0,1 mg kilo 2 fois par jour. Et puis, dès que vous pouvez passer à de la prédorale, vous passez à la prédorale et vous faites du 0,5 mg kilo 2 fois par jour. Dès que vous avez votre diagnostic de Addison et que vous avez un déficit de minéralocorticoïdes, vous pouvez faire votre injection dicortale. Il n'y a pas de moment où vous pouvez la lancer dès que vous voulez. En contrôle, production d'urine, concentration, pression artérielle, nonogramme et ECG. Traitement d'hypercalémie. Normalement, votre fluido, elle est suffisante. Normalement, vous n'avez pas besoin. Est-ce que vous faites des protocoles, moi, ce que j'appelais acte rapide, insuline glucose? Oui. Ouais. on sent la motivation sur ce protocole. Ouais. Beaucoup de monitoring. Ouais, c'est un protocole qui est un peu plus lourd. Normalement, il n'y en a pas besoin. Normalement, la fluido suffit. Sauf si votre potassium il est supérieur à 7 milli-équivalents par litre, sauf si vous avez des arythmies, par exemple, ou sauf si, malgré votre perfusion, vous avez une persistance de l'hypercalémie. Donc là, c'est un protocole que vous connaissez. On va utiliser du gluconate de calcium pour l'effet cardio-stabilisant. Et puis, on va mettre en place insuline et glucose. Il y a pas mal de gens qui commencent par juste supplémenter en glucose, voir si ça suffit. Et si ça ne suffit pas, ils font des insulines en plus. Voilà, ça c'est ce que je vous ai dit. Alors, le gluconate de calcium, normalement, si vous avez l'habitude, donc c'est du 10%. Il faut faire une injection évidemment lente avec un monitoring ECG qui est bien sous contrôle, 0,5 ml par kilo sur 15 minutes. Et si évidemment vous avez des signes d'arythmie,
de détérioration du cardiovasculaire, il faut vous arrêter. Protocole insuline glucose, donc au début on commence plutôt par des bolus de glucose, donc 0,5 g par kilo dilué à 50%, et puis après s'il y a besoin on continue avec une perf à 5% de glucose et insuline rapide à 0,2 unités par kilo. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce protocole? Souvent il vaut mieux l'avoir par écrit, imprimé, et comme ça vous pouvez juste bêtement. Et j'ai un autre truc là. Ils peuvent tout s'influer, ça. Ah, j'ai jamais entendu moi. Je ne saurais pas vous dire. Peuvent de ventoline? Ventoline ou un. Ça ne me dit rien du tout. Ouais. Mais apparemment, ça va pas super. J'ai jamais entendu, je ne saurais pas vous dire, j'ai jamais entendu parler de ça. Et la fille de pâte aussi, je suis au courant là-dessus. Oui, Moi, je suis bête et méchante là-dessus. Moi aussi, je ne comprends pas comment la fille de pâte marche. J'ai déjà vu un veto le faire et ok, ça fonctionne. j'ai pas. Et c'est juste un puff et ensuite. Ouais. Ok, je ne saurais vraiment pas vous dire. Là, pour le coup. Ah ouais, non, non. Non. Quelle que soit la taille de l'animal, un puff et. Un chat, ouais, les chats. Des suffeurs sur les suffeurs. Ça revient l'hypercalémie. Parce que sinon, il faut le faire ça d'homme, ça. Hein. Un homme sur les trucs. S'il y a une vraie explication au pharmaco, etc. derrière, sur des chiffres, est-ce que tu pourrais avoir un côté dilatation? Ouais. Ouais, l'absorption au niveau des canaux aussi, mais. J'irai pas, je ne me prononcerai pas. Je ne l'ai jamais vu et je ne l'ai jamais vu utiliser. Donc, Je me rappelle. ouais. Voilà. Mais j'ai déjà plein. Traitement au long cours. Alors, la supplémentation minéralocorticoïde, c'est le Vicortal. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé le Vicortal? Non? Oui. Ouais. Il y a longtemps. Le Vicortal, c'est pas mal parce que du coup, vous voyez les animaux, j'imagine, à domicile. Ensuite, soit vous les référez sur une structure fixe dans Paris, c'est ça? Soit vous les renvoyez au veto traitant. On les voit directement des fois. Vous les voyez directement à la structure fixe. Ok. Bon, les Icortal, globalement, ça va être sous forme injectable. Je vais vous montrer un peu comment ça se passe, mais ça va combler les besoins minéralocorticoïdes pour un mois. Et ça vous évite, notamment quand on arrête la perf, que l'animal se redétériore et que vous ayez tout à recommencer. Notamment si vous allez le renvoyer chez son veto traitant, c'est sympa d'avoir fait une petite couverture minéralocorticoïde dans le cas dans lequel elle puisse y aller. Et normalement, ça peut se faire dès que vous avez votre diagnostic. La supplémentation en glucocorticoïde, elle est aussi importante. Donc, vous êtes passé sur du Péros, votre animal, il a mangé, la plupart du temps, sur des crises additionnelles, l'hospitalisation, elle est de 2-3 jours en moyenne. Donc, le temps qu'il recommence à manger, ensuite, vous êtes passé sur de l'oral à 0,5 mg kilo. Quand il a été sous de l'oral pendant 2-3 jours, vous pouvez baisser de 0,5 à 0,1 à 0,2, c'est la dose de maintenance en théorie en début de traitement. Okay. Donc, glucocorticoïdes 0,1 à 0,2 mg kilo en phase initiale. Est-ce que vous suivez un peu des pathologies chroniques sur du long terme ou pas? Non. Ok. Donc, globalement, il ressort. Soit vous le laissez sortir à son 0,5 mg kilo parce que ça fait 2-3 jours qu'il est dessus et il va avoir son veto traitant le lendemain et c'est lui qui va s'en occuper. Soit vous lui dites de diminuer à 0,1, 0,2. Mais vous pouvez le laisser à 0,5 pour le jour, c'est pas grave. Le veto traitant, en théorie, à un moment, il va vouloir baisser cette dose parce qu'elle est trop importante. Ça, c'est le veto traitant qui va le faire. Les doses d'entretien pour la Dyson, elles peuvent être très très basses. On sait que c'est des animaux qui vont être supplémentaires à vie. Donc, on a pas mal de cas qui arrivent après en queue-niatrogène. Donc, le but, c'est vraiment de trouver la plus petite dose possible. Et parfois, on se retrouve avec des chiens qui ont du 1 mg, des chiens de 40 kg à du 1 mg par jour. Hein. Donc, on peut vraiment avoir des doses basses. Donc, le Zicortal, globalement, ça va mimer votre aldostérone. Je vous passe la petite vidéo. Et en gros, sur l'AMM, et vous pouvez, c'est vraiment comme vous voulez, mais l'AMM, elle vous dit 2,2 mg kilo. En gros, c'est une injection sous-cute. Il faut bien le mélanger, juste le faire. Les études ont montré qu'a priori, on pourrait baisser les doses. Donc, les spécialistes aujourd'hui recommandent plutôt de commencer à 1,5, 1,8 mg. Mais bon, vous pouvez vous arrêter à
ce que vous voulez, en gros, entre 1,5 et 2,2. Et vous l'envoyez chez le veto traitant qui va faire son contrôle. Par contre, il faut qu'il ait vu son veto 10 jours après l'injection. Donc, il faut absolument qu'il soit vérifié quand même par son veto traitant. Okay. Et le veto traitant, il va le voir à 10 jours et puis il va le voir à 25. Et après, il va ajuster les doses. Il y a l'arbre décisionnel sur l'ajustement des doses. Je ne vais pas m'éterniser dessus si vous ne voyez pas le cas sur le long terme. Ça ne vous sera pas très utile. Pour votre info, aujourd'hui, au lieu d'utiliser le ratio, on utilise plutôt les valeurs individuelles. Et on a tendance à pas rallonger l'injection. Donc, en gros, vous pouvez dire aux clients qui vont avoir une injection une fois que vous avez diagnostiqué votre Addison, il va avoir une injection tous les mois. Et ça va être bloqué à tous les mois. Voilà. Avant, on pouvait faire des injections tous les 1 mois et demi, tous les 2 mois. Il y avait certains chiens, il n'y avait pas besoin. Maintenant, on fait tous les mois. Faut savoir c'est quoi. Pour le suivi, mais pareil, ça ne va pas forcément vous être hyper utile, sauf si vous voyez un cas qui est traité. Les chiens peuvent être présentés avec de la PUPD, c'est assez fréquent. La plupart du temps, ça veut dire qu'il y a un peu trop de glucocorticoïdes qui a été, il faut baisser les doses de gluco. Parfois, c'est dû à un effet secondaire du Zicortal, mais c'est assez rare. Donc, la plupart du temps, il faut juste jouer avec les glucocorticoïdes. Par contre, quand il y a un manque de corticoïdes, l'énergie, l'appétence, faiblesse, signes gastro-intestinaux, ça, vous pouvez voir parce que si, par exemple, il y a eu un chien qui est addisonien, il a fait un voyage en voiture, il y a eu un séjour au CHMIL, il y a eu un événement stressant, une bagarre avec un autre chien, peu importe. En fait, ils n'ont pas de réserve de cortisol. Donc, en fait, si on n'a pas supplémenté un peu plus, eh ben, on va avoir un peu comme une rechute d'Addison. Et donc là, vous pouvez avoir des chiens qui sont présentés avec ce signe-là. Donc, pensez-y si vous avez un Addison qui vous est présenté un peu pas bien. C'est peut-être. Et de toute façon, sur un Addison qui est malade, quelle que soit la dose, on augmente les doses de glucocorticoïdes. Donc, dans tous les cas, si vous voyez un addisonien en urgence, il va falloir lui donner un peu de glucocorticoïdes, probablement. Donc, voilà, souvent la double. Bon, ça, c'est pareil, je vous le passe rapidement, mais globalement, une fois qu'ils sont suivis, ils ont eu 2 cycles normaux, à 10 et 28, par exemple. Après, on fait des contrôles que 2 à 3 fois par an. Donc, c'est pas plus massif en temps. Donc, l'injection mensuelle, elle est faite sans vérification du sodium-potassium. Ouais, donc en fait, on les voit tous les mois. D'accord. Et souvent, moi, ce que je faisais, je faisais des contrôles tous les 3 mois, mais on peut même espacé. Je contrôle, tout va bien, il est en forme. Souvent, ils savent les signes cliniques, oui, ça va, ok, très bien, injection, et puis une 3e fois, hop, et ils prennent vite le pied. Alors, les Addison atypiques, donc ça, c'est typiquement les Addison où il y a juste un déficit en glucocorticoïdes. Donc, ceux-là, a priori, on passe très, très, très facilement à côté. Pourquoi, enfin, à quoi c'est dû? A priori, ça pourrait être soit juste transitoire, c'est-à-dire que vous avez une destruction du cortex, mais la zone minéralocorticoïde pour le moment n'est pas trop touchée. Donc, vous avez juste en gros une atteinte de la zone responsable des glucocorticoïdes. Souvent, ça c'est transitoire et dans l'année qui suit, il développe un déficit de iono. Donc, ça, il faut vraiment bien vérifier. Ça peut être le résultat d'une compensation du déficit en aldostérone. A priori, il y aurait des mécanismes qui se mettent en place pour compenser le déficit en minéralocorticoïdes. Donc, on n'explique pas encore exactement ce qui se passe. Mais du coup, voilà. Il y a des gens qui recommandent de supplémenter tout de même quand il y a quand on a un Addison mais sans déficit en minéralo, donc de quand même faire votre Zicortal. Mais il y a d'autres spécialistes qui disent que ça ne sert à rien parce que vous avez un risque d'hypervolémie et ça pourrait potentiellement être délétère pour vos reins aussi. Donc là, il n'y a pas de consensus. Ça dépend des spécialistes avec qui vous discutez. Au niveau symptomato, enfin, crise, c'est les mêmes types de crises ou c'est plus light en fait? Ça peut être les mêmes types de crises. En théorie, on dit souvent, il y a certaines personnes qui disent qu'il n'y a pas de crise sur un Addison atypique parce qu'en théorie, vous pouvez quand même avoir des crises. Il y a une étude qui est sortie, il y a des chocs et des collapses qui sont rapportés. C'est moins fréquent probablement en atypique. De toute façon, les atypiques sont moins fréquents, mais c'est moins fréquent d'avoir une crise sur un atypique et sur un typique. C'est pas diagnostiqué surtout. Surtout si sont probablement pas parce qu'ils traitent le choc et après, une fois que le choc est traité, il vaut mieux rentrer à la maison, quoi. Donc, c'est possible qu'il y ait les deux. Mais en tout cas, c'est une possibilité. Pendant longtemps, il y avait certaines personnes qui disaient que non.
En théorie, donc, ce qui pourrait renseigner, notamment si on veut savoir si c'est un central ou un périphérique, ce serait de faire un dosage de l'ACTH. Si c'est un central, il n'y a pas de production de l'ACTH, puisque l'hypophyse ne contrôle pas ne produit plus d'ACTH, puisqu'elle est détruite. Donc, votre ACTH devrait être basse. À l'inverse, si c'est un problème des surrénales, votre hypophyse, elle voit qu'il n'y a pas suffisamment de cortisol et d'aldostérone, et donc elle produit de l'ACTH à fond pour stimuler les surrénales. Donc, elle devrait être augmentée. Bon, ça, c'est souvent les spécialistes qui font. Il n'y a pas vraiment d'intérêt, vu qu'il n'y a pas d'option chirurgicale, il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller savoir si c'est central ou périphérique. Épidémiologie, donc similaire sur les atypiques, crise addisonienne, méga-œsophage, peu fréquent. Ce qui peut être un peu plus... Les études tournent à montrer que l'hypoalbuminémie et l'hypocholestérolémie seraient un peu plus présentes chez les atypiques. Mais bon, voilà. Traitement pareil. Pronostic excellent. Bon, Brunhilde, c'est un chien bichon avait stérilisé de 6 ans, qui n'a pas d'antécédent médical notable. Il y a 2 mois, elle était présente pour des vomissements aigus, bioche, écho, abdo, rien de massif, donc traitement symptomatique, pas de souci, résolution, tout va bien. Il y a 1 semaine et demie, là, elle a eu 2 épisodes de sel avec mucus. Vous avez des propriétaires qui sont vraiment très, très regardants sur la santé de Brunhilde. Traitement symptôme, pas de choix d'année, donc c'est bon avec. Voilà. Puis il y a 3 jours, vomissement, hyporexie. Là, il y a eu un traitement qui a été mis en place, mais il n'y a pas de résolution, une résolution partielle. Donc là, les propriétaires de Brunhilde sont hyper inquiets à 2 h du matin. Et vous avez rien, sauf une palpation abdominale un peu tendue. Rien de foufou. Faites une prise de sang, vous avez des protéines totales qui sont basses, une albumine qui est basse, des alates un peu augmentées, rien de foufou. Éosinopénie, un petit peu, lymphocytose légère et des réticulocytes un petit peu augmentés. Donc, quelles sont vos hypothèses diagnostiques? Alors, je ne vous ai pas mis un champ ouvert. Je vous en ai proposé. Ah oui, iono normal et à l'écho, vous avez juste des signes de colique, rien de fou à l'écho non plus. Donc, qu'est-ce qui vous semble potentiellement possible? C'est chiant parce que c'est que des pathologies plutôt pour les médecins généralistes, pour les vétos généralistes, mais... Ouais, tout le monde est d'accord sur le tout est possible. Je ne sais pas si à distance, ils ont un avis ou pas. Ils ont dû répondre. Ouais, mais je crois qu'il n'y a pas de réponse. En même temps, c'est une question un peu... Ok, donc tout est possible. Ouais, tout est possible. Effectivement, il y a une réponse. Ouais. Merci Julie, ça me touche. Tout est possible, effectivement. En fait, sur votre base de clinique et de ce que vous avez toutes les causes de signes digestifs, extra-digestifs. Donc, votre prise de sang, elle vous a quand même permis d'écarter tout ce qui va être rénal, par exemple, tout ce qui va être hépatique, tout ce qui va être votre écho. Vous avez enlevé les causes mécaniques, par exemple, les corps étrangers, ce genre de trucs. En théorie, néoplasies ne peuvent pas être complètement éliminées parce que vous pourriez ne pas avoir de signes, ou alors il faut être très, 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 très bon en échographie pour vraiment dire j'en ai pas, il n'avait pas besoin, il faut quand même une biopsie. Donc la néoplasie ne peut pas être complètement éliminée, les lymphangiectasies ne peuvent pas être complètement éliminées puisque vous avez une perte de protéines quand même. Mais bon, c'est quand même très, très large. Vous avez enlevé tout ce qui est médicamenteux aussi. Par contre, ce qui va vraiment rentrer dans votre diagnostic différentiel dans ce cas-là, c'est tout ce qui est entéropathie chronique. Là, dans les entéropathies, vous avez l'entéropathie exudative, vous avez les mycies, vous avez les allergies alimentaires, les intolérances alimentaires. Le problème, c'est que MICI, c'est vraiment votre diagnostic d'exclusion et il vous faut des biopsies intestinales, c'est assez court. Intolérance alimentaire, allergie alimentaire, il faut faire un régime d'éviction sur 8 à 12 semaines, donc c'est long. Donc là, dans ces cas-là, le plus rapide, c'est quand même d'aller éliminer votre addison et donc de faire un petit test ACTH. Ce que vous faites, et puis les bas.
Donc, vous avez un hypocorticisme. Vous n'aviez pas d'anomalie au ionogramme. Donc, vous êtes sur un atypique. Et 2 fois, ok. Typiquement, lui, celui-là, on va le mettre sous glucocorticoïde. Donc, on va baisser les doses, on va commencer à 0,02 kg, et puis on va essayer de diminuer le plus possible jusqu'à ce qu'on ait une prise en charge, enfin une dose minimale qui permet de résoudre les symptômes. Il y en a certains spécialistes qui complémenteraient quand même l'anticortal. Et surtout, suivez quand même le ionogramme ou recommandez des ionogrammes régulièrement, puisqu'on a dit que ça peut apparaître par la suite. Donc, moi, c'est fini pour... Après, je vais vous montrer une petite vidéo d'Anne. Alors, c'est plus sur la prise en charge sur du suivi. Enfin, si ça vous intéresse. Ouais, sachez en tout cas que vous avez des modules de formation interactifs, notamment sur tout ce qui est pathologie endocrinienne, sur la DECRA Academy. C'est gratuit. Vous mettez juste votre numéro d'ordre. Ça passe par l'ordre vétérinaire. Vous avez des sites propriétaires, donc il y a pas mal de choses qui sont en place. Et si vous avez des questions techniques sur ou sur l'interprétation de tests, ça marche pour tout ce qui est endocrino. On ne fait juste pas le diabète en endocrino. Ça marche aussi pour tout ce qui va être neuro, épilepsie, ça marche pour anesthésie. Vous envoyez votre question à support-technique@decra.com et nous, on vous répond, on vous rappelle souvent 24-48 heures. Souvent sur les cas d'Addison un peu en crise, on rappelle plus. Voilà la petite vidéo. Alors. Yep. Du coup, il n'y a plus le son. Il faut que je remette mon son. Ah, mais du coup, ça fait un écho.